Quand je suis libéré de mes enseignements à l'Université des Philippines, je peux donc me consacrer à une recherche sur place, une recherche donc participante de terrain, qui va durer pendant tout un cycle agricole, comme il était normal de le faire, il était obligatoire de le faire à l'époque pour voir comment se déroulait un cycle entier et pour pouvoir surtout apprendre la langue. Alors, il s'agissait, comme je vous l'ai dit, de tout étudier. Il n'y avait évidemment aucun dictionnaire ou grammaire sur ces langues, donc il fallait les explorer, les étudier. On avait pour ça des questionnaires en tagalog qui permettaient de définir la morphologie, la grammaire, la syntaxe, etc., de faire des listes de mots qu'il fallait apprendre. On commençait déjà à enregistrer des textes qu'on essayait de transcrire et traduire laborieusement, donc pour apprendre la langue, puisqu'il fallait apprendre la langue. Donc ça, c'était une préoccupation primordiale. Et l'enseignement qu'on nous avait donné, la formation qu'on nous avait donnée, nous incitait donc à étudier l'environnement, et particulièrement l'environnement végétal, c'est-à-dire faire des herbiers. Donc on passait un temps considérable, moi et Nicole, à récolter des plantes, faire des herbiers, les sécher, tout un travail avec des journaux, etc. Et faire des fiches, chaque fiche de plante prenait un temps considérable. Et donc cela, les techniques, bien entendu, les techniques. Mon directeur de thèse à l'époque était Lucien Bernot. Lucien Bernot était un spécialiste de la Birmanie, il avait étudié un groupe dans les Chittagong Hill Tracts du nord de la Birmanie, c'était des bouddhistes. Et il était vraiment, lui et ceux qui dirigeaient à l'époque, et qui ont toujours dirigé le CEDRACEMI, ce centre de recherche sur l'Asie du Sud-Est qui était basé à Paris, étaient des gens qui étaient des linguistes, des technologues. Il y avait Audricourt, et Audricourt était évidemment à la fois un botaniste et un linguiste et un historien des techniques. Donc technique, langue et botanique. Voilà. Donc ça, c'était les sujets principaux. Alors, du point de vue, disons, de la sociologie, on s'était partagé le travail avec Nicole Revel. Elle s'occupait plutôt de la langue et de la littérature orale, notamment les épopées. Moi, je m'occupais de la sociologie, disons, c'est-à-dire la parenté, de la sociologie, la formation des groupes locaux, etc., mariage. Le premier article que j'ai écrit était le premier article scientifique consacré au Palawan, c'était sur le mariage Palawan, publié par l'Homme. Et je m'occupais également des mythes et des rituels, et d'une façon générale de la religion. Enfin bon, c'était des domaines qui s'intersectaient considérablement. Et donc, voilà, j'ai passé mon temps à arpenter aussi le terrain, car il fallait faire des cartes, il fallait dessiner, alors dessiner les objets, mais aussi faire des cartes, et particulièrement les cartes des champs, des parcelles qui avaient été mises en culture par les gens pour pouvoir savoir où ils cultivaient, ce qu'ils cultivaient, comment ils le cultivaient, etc. etc. Et Lucien Bernot m'avait appris à faire ce qu'on appelait des relevés à la planchette, c'est-à-dire on avait une petête planche devant soi sur laquelle on posait une feuille quadrillée, on avait une boussole et un podomètre. Et donc on arpentait en calculant à peu près et on mettait évidemment, on faisait des traits en fonction du degré indiqué par la boussole.
Et ça prenait beaucoup de temps pas, de faire tous ces cigares. Il fallait. Bon, à l'époque, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'on avait comme instrument? On n'avait pas de GPS. On n'avait pas Google Earth. On n'avait pas de photos aériennes. Après, j'ai pu obtenir des photos aériennes, mais bon, elles étaient difficiles à obtenir, très chères, etc. On ne les avait pas sur le terrain. Donc, on avait assez peu d'instruments. Bon, on avait bien entendu l'instrument principal de l'ethnologue qui est le magnétophone, car le donné principal de l'ethnographe, c'est le verbal, c'est ce que les gens disent. Alors, ce que vous voyez, moins important que ce que les gens disent. Vous pouvez décrire physiquement l'apparence d'un rituel, voilà, les gens qui se lèvent, qui ont différents objets à la main, qui sont habillés de telle façon, mais tant que les informateurs ou collaborateurs ne vous disent pas à quoi ça rime, tout ça, ça n'a aucun sens. Pas, donc ce qu'est l'ethnographe, et ce que j'ai été, moi, c'est simplement un traducteur. J'ai fait de la version, pas du thème, de la version, pour traduire ce que j'entendais, ou ce que les gens me disaient après, éventuellement des questions que je leur posais, bien sûr, mais pas seulement. Et je transcrivais et je traduisais. Et ça, c'était mon travail. Et c'est pour ça que je devais avoir une table et une chaise suffisamment, ou un siège suffisamment confortable. J'étais incapable de m'accroupir en tailleur comme eux le faisaient sur un plancher, donc il me fallait un certain minimum de confort pour pouvoir, pendant des heures et des heures et des heures, transcrire les paroles qui avaient été enregistrées sur ces magnétophones, qui, entre parenthèses, étaient très lourds. Donc, porter ces magnétophones sur les pentes des montagnes était un exercice sportif important. Maintenant, les magnétophones sont minuscules, les appareils de photo sont minuscules. Évidemment, la photo n'était pas digitale, c'était des photos qu'il fallait faire développer dans des laboratoires de la ville. Ça coûtait un peu d'argent, mais surtout, ça prenait du temps, on ne pouvait pas les utiliser tout de suite. Donc voilà, c'était un travail qui sans doute était très différent, rencontrait les difficultés que ne rencontrent plus les jeunes ethnologues qui ont à leur disposition des appareils de photo très miniaturisés, des appareils d'enregistrement miniaturisés, accès évidemment même à l'informatique, accès à des réseaux sur Internet, etc., qui leur permet de consulter. Alors tout ça, c'était évidemment, on avait des cartes de géographie qui étaient plus ou moins bonnes, et ça permettait, je n'avais pas par exemple d'altimètre, je ne savais jamais vraiment à quel, alors je devais faire de la triangulation pour essayer de voir à peu près où j'étais sur la carte et en fonction des courbes de niveau, savoir à quelle altitude j'étais, car c'était très important l'altitude, étant donné que je devais véritablement bien savoir entre quel niveau et quel niveau se situaient les cultures et les zones d'exploitation et d'utilisation de l'environnement par la population locale. Enfin bref, donc voilà, c'était ça. Donc il y a beaucoup de travail, beaucoup d'enregistrements, de transcriptions, de dessins. Et surtout, avant tout, bien sûr, d'apprentissage de la langue, de trouver la phonologie de la langue pour pouvoir la transcrire correctement. Donc, on a travaillé à ça pas mal, et finalement, on est arrivé à déchiffrer tout cela. C'était pas une phonologie très difficile. Il n'y a pas de ton en palawan. Le système vocalique est très simple, il y a 4 voyelles. À part une ou deux petites difficultés sur le plan de la phonologie, il n'y a pas de gros obstacles là. Alors, donc j'ai fini par écrire une thèse. Alors à l'époque, c'était une thèse de troisième, ce qu'on appelait la thèse de troisième cycle, maintenant ça a changé. Maintenant, on dit une thèse de doctorat, elle est suivie maintenant de ce qu'on appelle l'habilitation. À l'époque, c'était une thèse d'État. Alors, bon, j'y viendrai, mais la thèse de troisième cycle était donc une thèse quasiment de fin d'études. Et j'ai fait cette thèse sur, donc,
essentiellement la parenté et la résidence. Voilà, ça s'appelle Parenté et résidence chez les Palawans. Et le titre de ce mémoire qui a été publié à l'Institut d'ethnologie s'appelle Une société simple. J'ai expliqué une société simple. Très longtemps après, quand j'ai commencé à m'intéresser d'un point de vue strictement livresque, malheureusement, aux Inuits, je me suis rendu compte que les ethnographes qui avaient travaillé chez les Inuits avaient procédé exactement de la même façon que moi chez les Palawans. C'est-à-dire qu'ils s'intéressaient à ce que Mauss appelait la morphologie sociale, c'est-à-dire la constitution des groupes dans l'espace, et à la parenté. Or, la parenté palawan et la parenté des Inuits, c'est ça, c'est des systèmes esquimaux, comme leur nom l'indique, donc indifférenciés ou cognatiques. Donc voilà, j'avais un système de parenté cognatique, indifférencié, et j'avais des groupes locaux, et c'est absolument tout ce que j'avais pour essayer de comprendre ce qu'on appelle habituellement une structure sociale. Alors, cette structure sociale, elle était très élusive, très élusive. Bah, toute la théorie structuraliste qui dominait à l'époque, et j'étais tout à fait convaincu de l'excellence de cette méthode, que j'ai pratiquée dans d'autres domaines, toute la force, si vous voulez, qui avait été exposée par les ethnologues, les anthropologues qui avaient travaillé soit en Afrique sur les systèmes lignagés, soit en Indonésie de l'Est, puis ensuite, de façon plus générale, par Lévi-Strauss sur des systèmes d'échanges matrimoniaux, reposait sur l'idée qu'il y avait tout de même de la filiation quelque part, c'est-à-dire que il y avait des groupes de parenté, que la parenté créait des groupes. Et alors qu'est-ce qu'ils faisaient ces groupes après? Ils faisaient des tas de choses, ils créaient des corporations, ils avaient du pouvoir, de la terre, ils faisaient la guerre. C'est le but des lignages des populations nilotiques, c'est de faire la guerre. Et ça permettait aussi, et surtout peut-être, de faire circuler les femmes. Voilà. Donc le système de circulation, d'alliance de mariage, comme disait Dumont, l'alliance de mariage. Bon, j'avais lu, bien entendu, les structures élémentaires de la parenté, qui, pour moi, restent l'ouvrage le plus accompli de toute l'histoire de l'anthropologie, incontestablement, pour moi. C'est magnifique, ses prémices sont erronées, mais ça n'enlève rien à la beauté de ce travail, qui est d'une pureté, c'est une cathédrale merveilleuse, ça part, n'est-ce pas, d'un constat très simple, qui est celui de la nécessité de l'échange, la nécessité de la réciprocité, et qui démontre que les systèmes de parenté, c'est ça, c'est de la réciprocité, ça crée de la société. Mais pour que cette réciprocité existe, il faut qu'il y ait des termes de l'échange. Pour qu'il y ait échange, il faut qu'il y ait des termes de l'échange. Ces termes doivent être des groupes qui se perpétuent dans le temps. Alors voilà, je suis dans un groupe où les groupes, il n'y a pas de groupe de parenté véritablement, et ça ressort, bien entendu, ça découle, je veux dire bien entendu, du fait que un système indifférencié ou cognatique ne crée pas de groupe. Les groupes s'intersectent complètement, tout est du point de vue de... Bon, Robin Fox avait bien montré tout ça dans son ouvrage sur la parenté. Et je l'avais aussi bien expliqué, je crois, quand j'avais fait mon cours de parenté à la Sorbonne. Donc là, je n'avais pas de groupe de parenté. Alors, j'avais un autre groupe, c'était le groupe local, c'est-à-dire ce que j'appelle l'établissement, le hameau, qui est un ensemble de familles. Un ensemble de familles qui vivent côte à côte, plus ou moins, parce que souvent les maisons, tout ça est un petit peu désordre chez les Palawans. C'est pas structuré, vous voyez, c'est chaotique un petit peu, voilà. Alors moi, ça m'embêtait beaucoup. Et alors, en dehors de ça, bon, des grands rituels, j'en avais trouvé un de rituel qui avait une importance sociologique
Dumont disait, n'est-ce pas, les rituels, c'est une sorte de spectre de la structure sociale. Ça, bon. Et là c'est un rituel agraire qui a lieu après les moissons de riz en champs-sur-Broglie. Et dans ce rituel agraire, tous les membres du hameau, enfin de cet établissement, donnent du riz, enfin, une portion de leur récolte, à celui qui est l'ancien du hameau, un ancien, une sorte de... Alors on va parler de ça tout à l'heure, je ne sais pas quel nom lui donner, leader peut-être, mais il n'est pas vraiment leader, il est un peu le centre des choses. Et lui, bon, on va les faire cuire, tout ça, et après ils vont inviter les gens de hameaux différents et redistribuer, donc pooling, etc., du schéma de concentration et redistribution. Donc là, il y avait l'expression d'une unité rituelle de ce groupe de résidence. Alors, d'autre part, j'ai tout démontré, après avoir fait alors, tout ça, c'est dans ce bouquin, là, pas dans ce mémoire qui a été publié, démontrer que, et ça je l'ai découvert un jour, grâce à ce collaborateur qui a été le premier et plus important de nos collaborateurs dans cette région, et qui m'a expliqué un jour, tout s'est éclairé d'un seul coup, je ne comprenais rien à ce qui se passait. Et je dis, mais pourquoi est-ce que ce couple-là, ou cette famille, habite là, cette famille? Ah, il m'a dit, c'est parce que cette famille A est collée, et ils sont collés à la famille B. Pourquoi? Parce que la famille B, c'est les beaux-parents, ou c'est ceux qui remplacent les beaux-parents. Donc j'ai regardé, effectivement, j'ai fait tous les hameaux de ce coin-là. Après, j'ai refait cette enquête un peu partout dans l'île, et c'est toujours la même chose. Matrilocalité, c'est-à-dire que finalement, ces petits groupes locaux sont des groupes d'alliés, les beaux-parents, ou ceux qui remplacent les beaux-parents peuvent être des oncles, ou des frères aînés, ou des cousins aînés, etc., de l'épouse du monsieur qui est venu habiter dans ce hameau. Et voilà, donc la structure du groupe local était clairement une structure de parenté, fondée sur l'alliance, fondée sur le rapport entre, disons, pour faire simple, n'est-ce pas, le gendre et le beau-père. Mais le beau-père peut être une belle-mère, même une grand-mère. Bon, j'avais ça. Donc j'ai expliqué tout ça, j'ai détaillé la composition de chaque groupe, j'ai essayé de voir comment ça évoluait dans le temps, etc., etc. Mais malgré tout, ces hameaux n'avaient pas de qualité de corporation. Ben, il n'y avait pas vraiment de chef. Alors, autre chose. C'est que c'était clair, dans une société strictement égalitaire. Il n'y a pas de chef, personne ne donne d'ordre à personne. On est dans une société où même les parents ne donnent pratiquement pas d'ordre à leurs enfants. Et il y a ce mot magique en palawan qui est mandi, qui est je veux pas. Si un enfant de 5 ans dit à ses parents je veux pas, on ne peut rien faire. Il y a un respect de l'autonomie individuelle énorme. L'autonomie et l'égalité, c'est la même chose. C'est-à-dire que si je suis autonome, je ne suis pas hétéronome, personne ne me donne d'ordre. Donc tout le monde, chacun est le chef de lui-même, comme disaient les autres. Je crois les Kung. Chacun est le chef de lui-même. C'est Lee, Richard Lee, qui raconte cette histoire. Donc voilà, c'était des anarchiques. Voilà, des anarchiques. Alors, la notion d'anarchie ne m'était pas encore apparue dans toute sa splendeur. Mais j'avais bien compris qu'on était. Et pourtant, et alors là j'ai trouvé un truc qui m'a tout de même assez énormément intrigué. J'avais consacré pas mal de temps avec mon collaborateur, différents collaborateurs, à l'étude du droit coutumier. Les Palawans sont des gens qui ont un système de jurisprudence avec des spécialistes. Alors, ils ont emprunté le vocabulaire de ce droit coutumier à l'arabe.
Ils appellent le droit, la justice Sara, donc ça vient de Sharia. Le juge, il l'appelle Hukum, ça c'est un mot arabe aussi. Donc c'est tout cette culture islamo-malaise du bassin des Soulous dont il s'était un peu imprégné pour ce droit coutumier, parce que je pense que le droit coutumier n'était pas formalisé avant, pas du tout. Mais il y avait toujours des discussions, etc. Donc ils l'ont formalisé en utilisant un vocabulaire étranger. Et c'était tout de même très intéressant parce que c'était des litiges. Notre informateur, Nicole et moi, était José. Et José, donc, était un spécialiste de droit coutumier. C'était vraiment un intellectuel, un type tout à fait remarquable, intelligent, qui m'avait donné donc la clé de cette structure du groupe local. Et je me suis rendu compte, en étudiant toute une série de litiges et de cas, qu'en fin de compte, dans cette histoire entre alliés, c'était, pour encore faire simple, c'était le beau-père qui avait toujours raison, le gendre qui avait toujours tort. Et donc je me suis dit, il y a tout de même là une asymétrie. Est-ce qu'il y a du pouvoir là, tout de même? Est-ce qu'il y a quelque chose à début? Alors, à l'époque, bien entendu, on ne pensait que par le truchement de la notion de politique. Au-delà de la politique, ben, je connais des ethnologues qui ont été chercher le politique chez les Alanganes, hein, vraiment. Donc c'était incroyable, on pensait que tout était politique, que donc il y avait du pouvoir. Est-ce qu'il y avait là du pouvoir? Et moi je pensais, non, il n'y a pas de pouvoir. Il n'y a pas de pouvoir, mais il y a ce que j'appelais de l'asymétrie, ce que j'appellerais aujourd'hui de l'autorité. Enfin, j'ai fait la différence entre pouvoir et autorité. Donc il y avait de l'asymétrie, et finalement c'était, et je l'ai vérifié par la suite, notamment en étudiant des épopées, et en me rendant compte que finalement, la littérature orale nous donne des renseignements là-dessus, que les relations symétriques ne sont pas bonnes. L'égalité dans une relation dyadique, elle n'est pas gérable. Elle n'est pas gérable. Il faut un peu d'inégalité, mais sur le mode, non pas du pouvoir, la coercition, sur le mode de l'autorité morale. Hein. Donc il y a chez ces gens-là trois axes d'asymétrie, c'est entre les jeunes et les vieux, hein, les anciens et les nouveaux. L'asymétrie fondée et sur l'âge et sur la génération, parce qu'un oncle qui a mon âge est mon oncle tout de même. Ensuite, une asymétrie fondée sur l'alliance, c'est-à-dire le rapport qu'il y a entre une personne et les consanguins de son conjoint, toujours la fameuse histoire du beau-père pour faire simple, et troisièmement, un axe d'asymétrie faible entre les hommes et les femmes. D'asymétrie, il n'y a pas de pouvoir. Les femmes sont aussi autonomes que les hommes, mais elles se conforment, disons, à des sphères d'activité légèrement différentes qui intersectent aussi énormément. Il n'y a pas, n'est-ce pas, de séparation entre sexes pour la plupart des activités. Sauf, bon, certaines activités sont plus spécialement dédiées aux femmes, mais les hommes les pratiquent aussi, comme la cuisine. Les hommes cuisinent, les hommes s'occupent des enfants, les hommes des herbes, etc. Mais moins que les femmes. Et voilà, les hommes travaillent dans les champs, etc. etc. Donc voilà, j'avais fait ce mémoire et j'étais resté finalement sur des interrogations, hein, finalement comme moi. Parce que l'interrogation que j'ai depuis le début de mes études en ethnologie, en sociologie, enfin, c'était ça. Comment les humains font-ils pour vivre ensemble? Voilà. Comment est-ce qu'on arrive à créer, finalement, on peut traduire cette question de différentes manières. Comment faut-il pour créer de la cohésion durable? Comment fait-on pour créer de la cohésion durable? Et ce que j'avais vu chez eux, et ce qui s'est confirmé par la suite, c'est que incontestablement, sans discussion possible, il y avait de la cohésion durable. De la cohésion durable. Mais elle se traduisait par des trucs complètement bizarres. L'asymétrie
dans les relations diadiques. Bah, la vraie égalité n'existant pratiquement jamais, l'égalité absolue, l'équivalence. Mais en même temps, une société parfaitement égalitaire et non violente. Je termine sur un mot, c'est que je suis retourné pendant près d'un demi-siècle voir ces gens-là, et que l'avantage de ces terrains très très longs, donc, qui se poursuivent par des visites régulières, permettent de vérifier certaines choses. Que notamment, ces gens-là ne pratiquent pas l'homicide, ne pratiquent pas la guerre, sont pacifiques, sont non violents, maîtrisent leur agressivité complètement et sont parfaitement égalitaires. Donc je n'ai pas vu d'inégalité, j'en ai vu, mais marginale et dans des zones où vraiment tout a changé sous l'influence du monde extérieur, bien sûr. Il y a eu des différences économiques qui se sont créées, mais j'en parlerai après. Mais dans ces hautes terres, qui sont le refuge de la culture traditionnelle palawane, le vrai refuge, eh bien, il y a quelques années, j'y allais et c'était comme la première année. Les gens se réunissaient autour d'un chanteur d'épopée la nuit et commentaient les hauts faits des héros d'épopée. Elles vivaient dans l'égalité. C'est extraordinaire. Donc, c'est le long terme, presque l'histoire. Hein. Après, quand on est vieux, on voit des choses et on voit des choses changer, d'autres ne pas changer. Donc, ce sont la cohésion, le pacifisme de ces gens-là, l'égalitarisme de ces gens-là n'a pas changé.